pourrait retrouver les vieilles thèses de Berkeley sur l'immatérialisme, sur le solipsisme. Au fond, on ne sort jamais véritablement de son univers mental. Alors peut-être que la virtualité serait la confirmation. Au fond, on ne sort jamais de cet univers virtuel. Puis-je sortir de cette virtualité pour en juger? Non, je poserais plutôt la question à l'envers. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une certaine façon de vivre et un certain nombre d'usages des artefacts risquent de tuer ce qui est fondamental en nous, qui est l'intersubjectivité. Vous savez, les enfants de Ceausescu, ces enfants qui ont été privés de contact avec leur mère ou avec leurs parents, et qui avaient perdu complètement leur notion de leur identité. C'est des enfants à qui on avait dénié justement ce qui était le fondement de leur existence, qui est l'intersubjectivité. Donc, si vous voulez bien, je renverserai et c'est ça qui est aujourd'hui un des enjeux des mondes numériques, comme on dit, des big data, et qui vont faire qu'on va éventuellement vivre dans ce monde. Donc l'équilibre entre les deux est à maintenir. Et je crois que dans l'entraînement, dans l'éducation des enfants, quand Charpak a voulu réintégrer à l'enseignement de la physique le fait d'avoir la main à la pâte, il a cherché cet équilibre entre la théorie pure des équations de la physique et le corps à corps du sujet avec la matière en réintégrant ce contact. Et je pense que c'est ce que font certainement aussi les entraîneurs et les enseignants qui sont des professeurs dans le domaine du sport. Vous savez, rappelez-vous qu'Einstein disait je me promène à cheval sur mes photons. Et Poincaré disait percevoir un point dans l'espace, c'est imaginer le mouvement qu'on fait pour l'atteindre. Voilà. Donc c'est cet équilibre entre le vécu et la théorie qu'il est difficile de maintenir, mais qu'il faut maintenir. Vous dites la chose suivante, d'ailleurs, qui est une phrase qui résume un peu ce que vous avez dit, qui en tire un certain nombre de conséquences. Vous dites que l'imagerie médicale et motrice peut modifier le cerveau au même titre que l'expérience. Oui, oui, mais c'est ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire que l'exercice mental bien conduit, il faut faire attention parce que il peut être mal conduit, peut produire des modifications dans notre cerveau équivalentes ou complémentaires à l'exercice physique. Et là, effectivement, il faut faire très attention parce que, d'abord, il y a des charlatans qui, dans le monde aujourd'hui, ont des dérives. Deuxièmement, qu'on sait très bien, je pense, et je parle avec précaution puisque ça n'est pas mon métier, je crois savoir que dans le domaine du sport, où on fait dans un certain nombre de pratiques de l'entraînement mental, il y a une vigilance particulière des entraîneurs pour que cet entraînement mental ne fasse pas courir non plus des risques en étant trop éloigné du réel. Donc, il y a certainement des capacités par l'entraînement mental de produire des modifications du cerveau qui permettent d'être plus performants, disons, ou de réaliser des choses qu'on ne sait pas faire avant. Mais il faut aussi être extrêmement prudent. C'est un petit peu comme dans le reste de la vie, hein. Et on parle de cette interaction de l'homme et de la machine, on vient d'en parler. Est-ce que finalement, ça n'est pas simplement la prolongation d'autres formes d'interaction ou d'articulation, je ne sais pas, avec les livres, avec l'image au cinéma, avec le théâtre dont vous parliez tout à l'heure, ou ce qui se passe dans les stades. Au fond, est-ce que ça n'est pas, est-ce qu'à l'œuvre n'est pas un processus au fond assez analogue? L'articulation homme-machine et l'articulation avec les livres, la matérialité du livre. Finalement, il y a une interaction de l'homme et du livre, du spectacle. Non,
enfin, encore une fois, permettez-moi de changer un peu la formulation de la question. Le problème n'est pas de savoir si c'est un peu équivalent. Le problème, c'est de dire que c'est une des modalités que notre cerveau de primate et d'homme et l'acquis culturel, qu'il ne faut pas oublier, de notre histoire et du choc aussi des cultures, nous permet. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel je crois s'insère ou doit s'insérer le monde du sport, c'est l'extraordinaire ouverture, capacité, variété des interactions que nous pouvons avoir avec le monde et avec la nature.